Auditeurs de Congo Vision, bonjour. Ravi de vous retrouver ce samedi 2 avril 2011. Vous êtes à l'écoute de la radio Congo Vision émettant des États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, un vent parti de la Tunisie a secoué et continue à secouer quelques pays de l'Afrique du Nord, notamment l'Égypte et la Libye, et a été récupéré dans certains pays du Moyen-Orient, notamment le Yémen, la Jordanie et la Syrie. Ces mouvements de peuples de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont-ils des signes précurseurs de ce qui peut arriver en Afrique, comme le croit Dr Pius Ngandou Kachama? Nous allons en parler avec 4 invités. Il s'agit de Dr Lambert Opula, responsable du réseau électronique Interland. Nous avons également en ligne Dr Jean-Baptiste Moubalouti Lambizi, auteur de plusieurs ouvrages sur le Congo, et nous avons Dr Awalou Ouedraogo, spécialiste en droit international, qui nous rejoint du Canada. Last but not least, comme diraient les Américains, nous avons Dr Mwembo qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je vais demander tout de suite à nos invités de se présenter. Je commence par Dr Lambert Opula. Oui, je suis Lambert Opula et responsable du réseau Interland qui vient de subir un coup d'un essai qui dans le cyberespace. Je suis enseignant à l'Université du Québec à Montréal et j'interviens aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières et en même temps je travaille comme responsable de planification au comité d'adaptation de la main-d'œuvre des personnes immigrantes à la commission des partenaires du marché du travail au Québec. Voilà, merci. Alors, docteur Awalou, si vous pouvez vous présenter, vous êtes nouveau sur Congo Vision. Oui, bonjour, je suis le docteur Ouedraogo Awalou, je suis professeur de droit international à l'Université York de Toronto. J'enseigne notamment le droit international, la diplomatie, la paix et la sécurité. Et vous êtes originaire de quel pays? Je suis originaire du Burkina Faso. Ah, Burkina Faso. Du Burkina Faso, mais j'ai fait mes études du côté de l'Institut des hautes études internationales en Suisse. Ok, merci donc. Docteur Jean-Baptiste Moubalouti Lambizi, si vous pouvez vous présenter, vous êtes connu de nos auditeurs d'ailleurs. Je suis Jean-Baptiste Moubalouti Lambizi, écrivain. Je suis en train de publier dans quelques mois 2 autres ouvrages sur la République démocratique du Congo, aux éditions du greffe au collège Gladon à l'université York. Je suis également membre de l'association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Et pour le reste, je crois que vous avez déjà eu l'idée. Merci. Ok, nous avons beaucoup de questions pour vous. Les internautes ont beaucoup de questions. Je ne sais pas si nous aurons des réponses pour eux, mais nous allons tenter d'éclairer certains points d'ombre. Le 19 décembre de l'année passée, Mohamed Bouazizi, un jeune Tunisien de 26 ans, il tente de s'immoler par le feu en s'aspergeant d'essence devant la préfecture de Sidi Bouzid au centre de la Tunisie. Et 4 mois après, ou presque 4 mois après, 2 chefs d'État ont quitté le pouvoir et des pays à feu et à sang, la Syrie, le Yémen, la Libye. Est-ce que vous vous attendiez à ces bouleversements dans ces pays-là, docteur Opula? Oui, des bouleversements, il y en a eu, parce que nous savons qu'il y a des pouvoirs qui étaient en place et qui sont tombés. Mais nous avons encore une situation mixte, parce que sur l'échiquier présentement, il y a des autorités, il y a encore des personnalités qui ont joué un rôle clé dans les régimes qui sont tombés. Bien sûr, en Tunisie, on a assisté à des périodes de remise en question
parce que les populations exigeaient le départ des personnalités de l'ancien régime. Et en Égypte, on a vu un processus similaire, mais quoi qu'il en soit, on ne pense pas encore qu'il y a une révolution radicale, étant donné les pressions extérieures qui tentent de maintenir une sorte de statu quo dans l'après-Moubarak, de façon à ne pas déséquilibrer les politiques qui ont été mises en place dans la gestion de la crise du Moyen-Orient. Donc, il y a eu des bouleversements, mais en même temps, on voit qu'il y a des influences extérieures qui tendent à perpétuer certaines formes d'équilibre. Docteur Awalou, est-ce que c'est votre impression? Pas tout à fait. Je vais peut-être ne pas être d'accord avec mon collègue, mais à mon avis, le mouvement qui est parti de là, c'est la preuve que finalement, quand vous regardez la trajectoire de l'humanité, vous vous rendrez compte qu'à chaque étape, les peuples se lèvent et réclament ce qui leur est dû naturellement, la liberté. De ce point de vue-là, il est évident que les peuples d'aujourd'hui, peu importe d'où qu'ils viennent, où ils sont, ils vont continuer à réclamer leur liberté. De ce point de vue-là, moi je crois que les facteurs extérieurs dont mon collègue parle, certes c'est important, certes ça a une influence géostratégique, mais la réalité, c'est que de mon point de vue, il y a une redistribution des cartes en réalité. D'une part, ces facteurs extérieurs consistait à dire quoi? Consistait à dire que nous allons maintenir des pouvoirs qui sont probablement contre leur peuple, donc des dictateurs. Si ces dictateurs sont là, ils sont caractérisés par une chose, ils imposent l'ordre. Parce qu'ils peuvent mater la population et que nous pouvons continuer tranquillement à puiser le pétrole et à protéger Israël. De ce point de vue-là, on a changé la donne. Maintenant, on s'est rendu compte que ces pouvoirs ne peuvent plus continuellement assurer notre sécurité. Donc de ce point de vue, il faut encourager les mouvements qui viendront des peuples. Donc, parce que lorsque le peuple se choisit son dirigeant, alors la stabilité qui sera l'interaction entre les institutions, cette stabilité-là peut vivre longtemps. Donc de ce point de vue, je crois que personnellement, plus que les facteurs exogènes, c'est un réveil des peuples tout simplement, qui cherchent ce qui est naturel, la liberté. Regardez l'histoire, vous regardez la guerre de 30 ans, vous regardez 1648, vous regardez la paix de ce qu'on qualifie naturel de paix de Westphalie, regardez la paix de Trieste, d'Utrecht, 1713, regardez 1789, regardez les États-Unis, bref, tous ces grands momentum-là, c'est la preuve que le peuple se lève et réclame la liberté. De ce point de vue-là, quand même, je suis d'accord avec mon collègue sur certains aspects, mais les facteurs exogènes, à mon avis, je ne partage pas totalement cela. Docteur Mobalotila, vous venez de suivre les deux premiers intervenants. Est-ce que vous mettez l'accent sur des facteurs exogènes? C'est difficile de parler de facteurs exogènes tout court. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'interdépendance. Vous savez que, comme disait McLuhan, en fait, à l'heure actuelle, la planète Terre, c'est quoi? C'est le village planétaire finalement. Donc vous êtes là, peut-être à Libreville ou bien à Toronto, mais en réalité, vous recevez des informations de part et d'autre et finalement vous vous retrouvez finalement dans un ensemble. Dès lors que vous êtes dans un ensemble, facilement, il y a de références. Et là, par exemple, on peut dire, s'il faut résumer, c'est que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, dans tous les cas, tous les peuples aujourd'hui aspirent à la même chose. C'est la quête de la liberté. Et aujourd'hui, les choses sont facilitées parce que les moyens de communication sont tellement développés, de telle sorte qu'aujourd'hui, plus personne ne peut être à l'abri des informations qui poussent les gens vers l'excellence, vers la liberté. Donc ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé dans ces pays arabes, eh bien, je vous assure que ce mouvement était attendu parce que on ne fait plus comme il y a 30 ans, la manière dont on cachait les informations. Aujourd'hui, tout est ouvert, tout le monde peut accéder à l'information.
Et c'est dans ce sens-là que je préfère ne pas parler de facteurs exogènes, je préfère plutôt parler de facteurs tout court. Il y en a qui croient que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont raté les trains de la perestroïka et de la glasnost vers les années 90, quand l'URSS a choisi cette politique de restructuration qui malheureusement a créé beaucoup, ou peut-être heureusement, a créé beaucoup de bouleversements à travers le monde, notamment la réunification de l'Allemagne, la chute de l'URSS, les changements politiques en Europe de l'Est et en Afrique. Est-ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui dans ces pays-là s'apparente aux effets de la perestroïka et de la glasnost qu'on a connu vers les années 90? Docteur Awalou? Oui, cette question est absolument pertinente. Parce que quand vous regardez perestroïka, oui, glasnost, oui, mais c'était un individu, ou du moins une nouvelle équipe. Lorsque Gorbatchev arrivait et que la tradition russe avec tout cet ensemble de vieillards, et que le parti était en train de mourir, était un tout petit peu mourir. Bon, donc, il fallait redonner une nouvelle dimension, une nouvelle dynamique à ce parti. Et de ce point de vue, l'option ou l'optique de Gorbatchev, c'était véritablement de replacer la Russie dans un contexte nouveau. Parce que économiquement, la Russie ne tenait plus. Idéologiquement, elle était vouée certainement à ce qu'on allait savoir quelques années plus tard, parce que tout simplement, l'idéologie qui consistait à grandir et à annexer les autres ne pouvait pas continuer. De ce point de vue-là, je crois que nous ne sommes pas dans le même contexte, parce que quand certains parlaient des fins de l'histoire, tandis que d'autres, notamment Huntington, que c'est le choc des civilisations. Bref, ce débat-là, à mon avis, est dépassé. Ce qui se profile à l'horizon, par rapport à cette crise, ou du moins par rapport à ce réveil des peuples au Moyen-Orient, c'est la dynamique qui s'inscrit dans l'optique que le groupe d'individus, qu'on appelle peuple, a une aspiration unique, c'est le bien-être, c'est la liberté. Et on se choisit les dirigeants que nous voulons. C'est cela l'idéal de l'État. Quand vous regardez Westphalie, c'était là. On va mettre en place une organisation, une nouvelle forme d'organisation, et qui à la fois garantit les peurs ou du moins les attaques de l'extérieur, mais à l'intérieur donne le bien-être social, l'aspiration à toujours aller de l'avant, à la quête de la liberté, à nourrir sa famille. Bref, c'est cela l'État. Puisqu'on a assis cela dans le modèle d'organisation contemporaine à partir du XVIIIe siècle. De ce point de vue-là, moi je crois que ce qui se passe au Moyen-Orient, ce n'est pas une perestroïka, c'est plus que cela. C'est tout simplement une renaissance de l'idée d'un peuple, un groupe d'individus et qui veulent se choisir leur propre destin, qu'ils se fassent aider par des facteurs extérieurs, j'en conviens, mais la réalité, elle est là. C'est au-delà de la perestroïka qui était une façon de renaître la Russie dans une époque contemporaine. Là, on est plus que cela, puisque c'est des peuples, et ça va pas s'arrêter là. Tous les peuples du monde, à travers ce que mon collègue Moubalissela vient de dire, la contraction du temps et de l'espace, ça permet effectivement de quadrupler l'effet, de telle sorte que ces peuples-là vont toujours aspirer à leur liberté. Docteur Opoula, vers les années 90, donc on a vu ce que la perestroïka et la glasnost ont causé, et aujourd'hui on a vu le fait de ce qui s'est passé en Tunisie. Est-ce que vous croyez qu'il y a des similarités? Et similarités en tant que recherche des libertés, en tant que remise en question du système de gestion de l'État qui était en place. Oui, mais il y a comme une sorte de différence en termes d'échelle où se trame la révolution. Parce que dans l'après-chute du mur de Berlin, on a vu les partis politiques, donc les élites politiques et les éléments de la société civile prendre le devant de la lutte de contestation des régimes monolithiques qui étaient en place pendant la période de la guerre froide. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus au niveau des partis politiques ou des élites politiques de façon générale
mais plutôt c'est à partir de la masse que l'on voit ce mouvement aller de l'avant. Et donc on assiste ici à ce qu'on appelle la révolution des peuples, où on voit l'élément gène constituer la majorité des combattants d'avant-garde. Donc il y a une différence en termes de participation, mais similarité en termes d'objectifs, en quelque sorte. Oui, et donc vous avez parlé d'éléments jeunes, et il y a aussi l'élément technologie dont le docteur Moubalouti a parlé. Les nouvelles technologies numériques jouent un rôle important sur ce qui se passe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, notamment Wikileaks, Facebook, Twitter. Toutes ces technologies-là aident à mobiliser les masses. Docteur Moubalouti, quel rôle voyez-vous, quel rôle la technologie joue-t-elle dans ce qui se passe, dans ces soulèvements qui se passent? La technologie aujourd'hui, c'est surtout l'affaire de jeunes. Moi, je vois encore des gens de notre âge, là, souvent, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'aller acheter son billet, etc., ils préfèrent aller sur place, payer, il va avoir le billet physique, comme on dit. Mais quand vous demandez, par exemple, aux jeunes gens, notamment autour de 20-25 ans, eh bien, tout se passe maintenant sur Internet. Les moyens de communication sont tels qu'aujourd'hui, on ne peut plus arrêter le mouvement de l'histoire. C'est pratiquement impossible. Alors, lorsque je parle de rôle de technologie, bien entendu, cela permet à tout le monde, notamment les jeunes gens, d'être à la mode, d'être à la page. Les jeunes gens sont au courant de tout. Et naturellement, lorsqu'ils apprennent que dans telle contrée, il se passe tel événement, la moindre chose, c'est quoi? C'est d'imiter. Et c'est ce qui va se passer justement dans les pays arabes. Ce sont les jeunes qui ont été des artisans justement de cette quête de liberté pour des raisons évidentes. Il y a eu la technologie et on peut dire, n'est-ce pas, que nos chefs, nos autorités sont dépassés. Pourquoi? Pour une raison simple, parce que ce sont des paramètres qui ne sont plus contrôlés par les autorités. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des pays compartimentés. Nous sommes tous dans un seul village, ce que MacLuhan a appelé le village planétaire. Et c'est ce qui explique cela. Et ce mouvement, aujourd'hui, a été récupéré par les autres jeunes du Moyen-Orient pour des raisons évidentes, parce que tout simplement, les populations de cette partie du monde partagent la même civilisation, si vous voulez, la même histoire avec le peuple de l'Afrique du Nord. Mais qui vous dit que demain, ça ne va pas sonner du côté de l'Afrique noire, par exemple? Et docteur Opoula, vous gérez un réseau électronique, donc vous avez cette expérience disons, vous voyez comment la technologie est utilisée pour mobiliser la masse. Quel rôle pensez-vous la technologie a joué dans ces pays ici, en Tunisie, en Libye, en Égypte? Oui, ce sont des espaces où la technologie a joué un grand rôle. Et mon collègue vient de parler du concept de village planétaire. Et le caractère planétaire du monde d'aujourd'hui, disons du village d'aujourd'hui, est basé sur le fait que les réseaux de communication n'ont plus de frontières, disons, ne correspondent plus aux frontières des États. Donc les réseaux sont devenus extraterritoriaux. Ce qui fait que la communication joue un rôle dans la transmission des directives, surtout lorsqu'il s'agit des messages qui concernent des groupes, et ce qu'on appelle les groupes primaires, c'est-à-dire les groupes qui ont des intérêts psychologiques similaires. Alors, ceci a comme conséquence que dans les pays où, malgré l'absence de liberté, mais le niveau de vie a continué à monter, et là, les gens ont atteint un niveau élevé d'accès au réseau électronique.
Alors, la propagation du message est plus intense dans cet espace-là que dans d'autres où on combine et la pauvreté et l'absence de liberté. C'est de là que va peut-être apparaître une certaine différence dans l'intensité de propagation, disons la vitesse de propagation de ces révolutions. Bon, donc il faudra comparer un peu l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Et donc nous le voyons un peu dans le cas du réseau Interland, parce que lorsque nous lançons un message sur une situation urgente, dramatique qui se passe au Congo, on a l'impression que les jeunes qui sont en diaspora se mobilisent presque instantanément, alors qu'au pays, ça demande un peu plus de temps, et donc ça demande qu'il y ait un relais entre l'Internet, où beaucoup de gens n'accèdent pas, et les réseaux de communication par cellulaire, donc sous forme de textos. Donc, pour ce qui concerne nos espaces en Afrique subsaharienne, il faudrait peut-être prôner la combinaison entre la cybernétique côté réseau Internet et les réseaux téléphoniques, parce que l'accès au réseau Internet est encore un peu plus onéré à l'intérieur d'un pays comme le Congo, par exemple, qui ne l'est ici en Occident. Docteur Awalou, on a vu en Égypte un monsieur de Facebook mobiliser toute une population. Est-ce que cela est possible dans votre pays d'origine? C'est une excellente question. Je pense qu'on en a discuté en classe avec mes étudiants. Et l'idée qui revenait, c'est que la révolution, elle continuait, elle allait vers le nord et elle ne descendait jamais vers l'Afrique subsaharienne. Et mon collègue vient de mentionner un aspect fondamental. Et on essaie de faire une espèce de comparaison. Alors on dit, mais quand vous regardez la révolution américaine, la révolution de 1789, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, mais il y avait quand même une révolution. Et je veux dire, pour moi, si les médias sociaux ont joué un rôle, un effet de quadrupler ou d'intensifier la chose, ce n'est pas les médias, ou du moins ce n'est pas Twitter ou Facebook, ce n'est pas eux qui ont créé le malaise. Je veux dire, la révolution, elle est d'abord dans la tête des gens. On veut un changement, on veut une nouvelle gouvernance, tout simplement, une gouvernance étatique, une gouvernance d'une société où nous voulons vivre dans un espace sécurisé de paix et de liberté. Alors, pour pouvoir arriver à cet objectif-là, nous allons utiliser des moyens à nos dispositions, les réseaux sociaux. Mais pourquoi ça ne va pas arriver au Burkina? Pour la simple raison qu'au-delà de ce que mon collègue a dit parfaitement juste, il y a une classe moyenne qui est très éduquée, très au courant des événements, qui ont accès à Internet 24 heures sur 24 et qui ont la potentialité de diffuser le message. Donc, de ce point de vue-là, ce qui se passe en Tunisie, au Maroc et ailleurs, ça se justifie là, parce qu'il y a ce que moi j'appelle la masse critique. Et cette masse critique, on ne l'a pas au Burkina Faso, parce que vous avez les deux extrêmes. Vous avez 1% d'extrêmes riches, certainement reliés à l'État, donc les affaires de l'État, et qui en même temps sont des affaires politiques. Ensuite, vous avez le reste, qui est tout en bas, 80% d'extrêmes pauvres, qui n'ont pas accès à Internet, s'ils ont même un téléphone. Donc, de ce point de vue-là, si révolution il y aura, ce ne serait pas le fait, ou du moins ce ne serait pas multiplié ou quadruplé par les médias sociaux, ça serait tout simplement une révolution que je qualifie de normale et qui naît du malaise généralisé de la société et qui se lève comme un seul homme qui réclame un changement, une nouvelle gouvernance. Et au Burkina Faso, ça ne va pas arriver pour une autre raison fondamentale, c'est la structure même de la société. Quand vous regardez ailleurs, vous avez une société où vous avez une espèce de tribus, de grands ensembles qui ont une vision de comment vivre ensemble qui est différente. Chez nous, il y a toujours cette impression que nous sommes dans la modernité tout en restant dans la tradition. Donc il y a cette espèce de mélange entre les traditions dont le citoyen, ou du moins l'individu burkinabé, qui n'est pas encore passé
pas le contrat social pour devenir le citoyen burkinabé. Il a toujours resté un individu qui est tourné vers son ethnie, vers son groupe immédiatement proche. Donc, de ce point de vue-là, il y a ce manque-là entre le passage qui n'a pas encore été opéré clairement, de façon précise, nette, entre l'individu burkinabé et le citoyen. De telle sorte que lorsque le citoyen parle, il a son collègue qui est aussi un citoyen. On ne parle plus d'ethnie, on parle de vivre en commun. Donc nous réclamons la même chose, la bonne gouvernance. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il y a ces facteurs qui font que probablement il y aura une évolution, certainement, mais elle ne sera pas immédiate. Et d'ailleurs, on a vu en Égypte qu'il y a plusieurs éléments communs que le peuple partage, ce qui n'est pas le cas dans nos pays de l'Afrique subsaharienne, par exemple, où tout est centré sur l'ethnie ou la tribu. Et si on touche au chef, par exemple, les gens de son ethnie peuvent toujours s'interposer et constituer une autre force. Mais parlant de moyens, quels sont les moyens dont dispose la jeunesse de pays d'Afrique subsaharienne pour se faire entendre, Dr Opoula? Bon, et les moyens, il y en a beaucoup. Parce que depuis la société traditionnelle jusqu'à aujourd'hui, la situation évolue, les réalités sociales évoluent, mais à chaque stade, la société se donne des moyens de communication. Et ce qui fait que même alors que les réseaux n'ont pas, les réseaux électroniques n'ont pas la même emprise sur la société, sur la jeunesse africaine d'aujourd'hui, mais il existe toujours certaines formes des réseaux traditionnels et de communication. Il y a par exemple les milieux universitaires qui constituent les lieux de développement de la pensée, de développement, ou disons de rayonnement des idées émergentes. Et il y a la connexion entre la jeunesse universitaire et des clubs de jeunes à travers la cité. Mais il y a aussi le lien qui s'établit entre certains milliers de l'élite politique ou voire même des animateurs de jeunes ou des éléments de la société civile qui accèdent au réseau réticulaire apporté par l'Internet et les clubs de jeunes qui gravitent autour de ces milieux-là. Donc il y a quand même certaines connexions qui permettent la diffusion de l'information, bien sûr, pas avec la même vitesse que ce que l'on observe dans les sociétés occidentales ou encore au Moyen-Orient où, malgré l'absence de liberté, mais il y a quand même un niveau de vie qui est légèrement supérieur à ce qu'on observe dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et il y a aussi ce que j'ai évoqué dans un premier temps, la connexion possible entre le réseau Internet, qui n'est pas encore très développé, et le réseau de la téléphonie cellulaire qui est assez développé dans nos pays actuellement. Donc, la possibilité de se faire passer les messages d'un mode de communication à un autre peut offrir le relais. Bien sûr, il faut partir aussi, il faut aussi tenir compte des apaisanteurs, comme ce que l'on observe dernièrement, ce qu'on a observé dernièrement au Congo, où certains milieux politiques ont manipulé des groupes de jeunes qui constituent le segment le plus faible de la société congolaise, ceux que l'on appelle à Kinshasa les Chégués, c'est-à-dire les enfants des rues, qui ont été manipulés et qui, en quelque sorte, sont montés contre l'action des gens de la diaspora en Europe. Alors là, nous saluons quand même quelqu'un qui vient de nous rejoindre, Docteur Mwembo. Oui. Oui, alors nous venons donc, il y a Docteur Mwembo qui vient de nous rejoindre de la Philadelphie, ici aux États-Unis. Si vous pouvez vous présenter rapidement. Je m'appelle Docteur Lombe Mwembo. Je suis connu par beaucoup de personnes sous le nom de Musée Mwembo. Je suis ici à Philadelphie et je suis marié, je suis père de famille.
Quoi encore? Je pense que cela peut suffire. S'il y a des questions précises, je peux y répondre. Alors, la première question que nous vous posons, c'est celle de savoir l'impact de ce qui se passe aujourd'hui au monde arabe sur le reste de l'Afrique. Si vous pouvez vous isoler un peu la radio ou quelque chose là qui fait un peu de bruit autour de vous. Oui, merci beaucoup. C'est la télévision. Oui. Merci pour la question. Moi, je suis éducateur, je suis parent, je suis africain. Et tout ce que je peux apporter dans cette discussion, c'est mon expérience en tant qu'éducateur. Mais j'aime beaucoup faire la philosophie, c'est-à-dire poser des questions. Je vais seulement poser peut-être beaucoup de questions au cours de cette séance, parce que pour comprendre les phénomènes qui se passent dans le monde, il faut savoir se poser les questions pourquoi. Pourquoi maintenant? Et alors, pour parler de l'impact de ce qui se passe dans le monde arabe par rapport à la jeunesse ou aux pays africains, bon, bien sûr, il y a toujours des différences entre chaque groupe et l'autre, mais il y a aussi des ressemblances. Je ne sais pas si nous pouvons nous rappeler que l'Afrique, à une étape, à une époque de son histoire, avait été, comment dirais-je, envahie par les Arabes qui ont laissé l'islam. Cela veut dire que donc ils ont laissé une culture arabe. En même temps aussi, ils ont emporté notre culture. Donc, de point de vue culture, nous avons beaucoup de ressemblances, beaucoup de similitudes entre l'Afrique et les pays arabes. Alors cela veut dire que ce qui touche à l'arabe culturellement va aussi se répercuter chez nous en Afrique. Mais nous sommes aussi beaucoup plus près d'eux que les Européens par rapport à la géographie. Parce que, par exemple, la Tunisie, l'Égypte ou la Libye, et même ce qu'on appelle le monde arabe ou le Moyen-Orient, si nous regardons l'histoire, c'était en fait l'Afrique. Il n'y a pas longtemps qu'on a fait les limites géographiques ou les limites superficielles ou artificielles. Alors cela veut dire que nous avons beaucoup de ressemblances, même pour la manière de manger, de se marier, et beaucoup d'autres choses. Cela veut dire simplement que ce qui se passe chez nous nécessairement va avoir des répercussions chez nous, que ce soit par les moyens de communication que nous avons maintenant, comme l'Internet, les téléphones et les autres moyens de communication, mais parce que aussi c'est très facile pour les gens qui ont la même culture de faire les mêmes choses qui se passent ailleurs. Alors, je vais dire que les étincelles qui se passent au printemps, ou plutôt dans le monde arabe, vont allumer le feu dans notre pays. Je pense que cela peut suffire un tout petit peu. Je ne me suis pas encore rattrapé dans les questions, parce que je ne sais pas ce qui a été dit. Je vais me rattraper au fur et à mesure que nous évoluons. Ok. Alors, docteur Awalou, nous avons vu ce qui s'est passé en Libye, où les Libyens s'attaquaient aux autres Africains qu'ils traitaient de mercenaires. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe en Libye là peut avoir un impact sur le reste de l'Afrique? Et puis, quelle est votre lecture de ces attaques-là entre Libyens et autres Africains noirs? Oui, je crois qu'il y a une clarification qu'il va falloir faire. D'abord, il y a deux choses essentielles. Les attaques, ou du moins ces violences contre les Africains dits noirs, ça date pas de la Révolution. Vous vous rappelez, dans les années 98, même en 99, même en 2000, pendant qu'on discutait pour mettre en place l'Union africaine, des Burkinabés, des Maliens et des Ivoiriens, des Guinéens se faisaient attaquer parce que ils voulaient passer par là pour aller à Lampedusa. Bref, ce qui se passe, le traitement des Africains subsahariens en Libye ne date pas de la Révolution. D'où la contradiction que moi j'observe au niveau du guide. En même temps qu'on essaie de mettre en place une espèce d'union qui est une espèce de coquille vide,
on divise les Africains, ou du moins on rejette d'autres Africains. Mais ce qui s'est passé pendant la Révolution, ou du moins pendant le soulèvement, c'est que effectivement, puisque le guide voulait mater tout de suite ces éléments-là ou ces rebelles, il a fait appel à certains Africains subsahariens à coût de beaucoup d'argent. $2 000, $2 500 par jour. Est-ce que nous avons des preuves? Est-ce que là, ce n'est pas une spéculation, une machination? Non, absolument pas. Ce n'est pas une... c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une clarification à faire. Il y a le sentiment généralisé de la société, ou du moins de l'ensemble de la population, à l'égard de nos frères africains, le sentiment en général du monde arabe à l'égard de l'Afrique subsaharienne. Il y a ce sentiment-là qui est en arrière-fond et qui motive certaines actions. Donc, la révolution ce n'est pas la révolution qui a créé cela. Et cela existait bien avant. Ce sentiment généralisé, cet arrière-fond que je ne veux pas qualifier de racisme, mais qui n'est pas très loin. Donc, cet arrière-fond-là de rejet de l'autre, de rejet de nos frères noirs. Et puisque certains, on a vu, même s'il y a des noirs au niveau de l'armée régulière, le saut entre le mercenaire et le monstre qui était en moi et qui se défait n'est pas loin. Donc je crois que ce qui s'est passé, c'est la preuve qu'il y a un problème de gestion des hommes. On gère les hommes pas dans la dimension d'intégrer ou dans une vision beaucoup plus globale qui va amener la société vers un lendemain meilleur, mais on gère les hommes parce que tout simplement il faut les diviser pour pouvoir rester plus longtemps. Et donc, de ce point de vue, je crois que les Ghanéens, surtout les Ghanéens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens aussi, qui ont été attaqués, ils ont détruit leurs biens sous prétexte que c'est des mercenaires. Mais en réalité, ce n'étaient pas des mercenaires puisqu'ils vivaient très longtemps. Mais comment faire la distinction entre le mercenaire, qui est effectivement un mercenaire, qui a été payé pour cela, et celui-là qui ne l'est pas? Et puisque nous sommes dans une révolution, donc qui dit guerre, qui dit négation du droit, dit imbroglio, c'est le sens latin du mot. Et donc de ce point de vue-là, on fait la confusion. Vous êtes noir, et bien, vous êtes un mercenaire et on vous attaque. De ce point de vue-là, je crois que ces attaques, ce n'est pas le produit de la révolution. Ce n'est que la conséquence de l'idée que le monde arabe a de l'Africain noir, plus exactement du Libyen, les Libyens blancs. Et regardez ce qui se passe en Mauritanie. C'est pas loin de là, c'est exactement le même principe. Regardez ce qui se passe au Soudan. Donc il y a cet arrière-fond qui est africain, mais je ne le suis pas, parce que je suis arabe. Et donc de ce point de vue-là, normalement, je dois être mieux que l'Africain qui est noir, parce que quand il est noir, il ne doit pas être. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il y a cette clarification qu'il faut faire, mettre l'accent sur le fait qu'il y a une espèce d'arrière-fond latente il va falloir résoudre, et l'effet de la révolution qui a entraîné ces désastres. Docteur Moubalotila, en Afrique subsaharienne, on voit des fils à papa prendre le pouvoir, on voit des présidents s'éterniser au pouvoir. Peut-on dire que cette époque est maintenant révolue à la lumière de ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique du Nord et au Moyen-Orient? Pardon, mon frère, est-ce que je peux dire quelque chose sur... oui, allez-y. Je voudrais dire quelque chose sur la question que vous avez posée sur la cohabitation de Noirs ou l'essor des Noirs en Libye qui sont appelés mercenaires ou pas. Bon, je pense que mon frère a raison. Il y a d'abord à reconnaître quand on regarde dans l'échiquier mondial, les valeurs attribuées aux hommes selon la couleur de la peau. C'est une histoire triste, mais il faut le dire parce que c'est la vérité. Il y a qui se disent qu'ils sont le numéro 1 dans cet échiquier mondial à cause de la couleur de la peau. Et puis il y a le deuxième, et puis il y a le troisième, et puis il y a le dernier. Et cela est vrai parce que quand vous allez à l'aéroport, par exemple, vous vous retrouvez avec les gens de différentes couleurs dans les mêmes situations de l'immigration. Vous allez voir, le traitement est différent. Alors pour entrer en Libye, ce qui se passe est vrai parce que
Je dis vrai par rapport à ce que le frère a dit, qu'il y a quelque chose entre les Libyens et ceux qu'on appelle les Noirs. Pour la simple raison que si vous regardez ceux qui sont appelés mercenaires, ils ne sont pas seulement des Noirs. Il y a des Serbes, il y a des autres mercenaires qui viennent d'autres parties du monde, mais ils n'ont pas été traités comme on a traité ceux qu'on appelle les Noirs. Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a une haine, il faut le dire parce qu'il faut appeler les chats par son nom. Il y a une haine envers cette peau cette couleur de la peau qu'on nous a collée. Parce qu'une même faute, si cela se fait par une autre personne qui a une autre couleur, c'est traité différemment de celui qui a la couleur qu'on appelle noire. Et alors la cohabitation sera très difficile une fois que la Libye va rétablir la paix. Parce que pour le moment, les Africains, je le dis toujours, ne sont pas aveugles. Ils sont en train de voir tout ce qui est en train de se passer. Alors il y a déjà une germe d'haine qui était là, mais qu'on a arrosée et qui va germer et produire une haine avec des fruits où la cohabitation sera très difficile. Et ce qui est étonnant et regrettable dans cette histoire, est que, à mon avis, quand on a commencé à maltraiter ces soi-disant mercenaires noirs, je n'ai pas vu une réaction de la soi-disant communauté internationale. Mais pourtant, ceux qui se déclarent de droits de l'homme. Alors, j'ai écrit, je crois, 2-3 articles où je pose la question, est-ce que les Africains sont des hommes? Est-ce qu'ils sont des hommes par rapport à ceux qui parlent de droits de l'homme? Est-ce que l'Africain est vraiment l'homme, l'Africain noir, je veux dire? Alors, c'est cette histoire de cette guerre qui va engendrer d'autres problèmes très difficiles à résoudre. Je disais que je vais aborder ce dialogue comme philosophe. Je vais poser une question parce que quand on résout un problème, si la solution à un problème devient plus difficile que le problème lui-même, alors la solution n'est pas bonne. Alors là, nous n'allons pas résoudre ces problèmes, docteur Moubalotila, mais nous avons une question pour vous. Nous avons posé la question, mais docteur Mwembo est intervenu pour faire un peu la lumière sur une autre question. Je vous ai posé la question de savoir si cette époque de président à vie, fils à papa qui prennent le pouvoir en Afrique, on l'a vu au Togo, au Gabon, au Congo, est-ce que cette époque est finalement révolue à la lumière de ce qui se passe là, de ce qui se passe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient? Oui, quand vous dites que cette époque est révolue, je dis non, nous vivons cette époque-là, parce que bon, la situation au Gabon, elle est tout à fait récente. Et j'imagine que dans quelques mois, l'actuel président de la République démocratique du Congo sera sûrement élu. Mais je crois que le problème ne se pose pas de ce côté-là. La réalité, c'est que en Afrique, il faut bien le dire, la pauvreté est là. C'est ça la réalité. Les gens sont très pauvres. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, ce qui se passe dans tous ces pays africains, si on essaie de comparer, ne fût-ce que la situation entre 1960 et 1960 et 2000, donc en 40 ans, il s'est passé pas mal de choses. Je vous dirais par exemple que à l'heure actuelle, dans certains pays comme la Sierra Leone, les données chiffrées sont là. L'espérance de vie est de 27 ans. Alors que il y a 40 ans de cela, l'espérance de vie en Afrique noire était autour de 40 ans. Aujourd'hui, on peut parler de 30 ans aujourd'hui. C'est pas possible. Les chiffres sont éloquents. Un exemple très simple. Une femme qui produit entre guillemets 6 enfants, eh bien un seul va atteindre la longévité de l'occidental, vous comprenez. Donc face à cette pauvreté qui est là, omniprésente, eh bien les gens en fait sont facilement malléables. C'est pourquoi par exemple on voit des fils à papa qui reviennent au pouvoir pour des raisons évidentes, parce que leurs parents
ont passé toute leur vie professionnelle à amasser de l'argent, à mettre de l'argent dans leur propre poche. Et lorsqu'ils meurent, lorsqu'ils font la passe à leurs enfants, les enfants récupèrent évidemment la pactole qu'ils vont distribuer aux paysans qui n'ont même pas de moyens pour ne fût-ce que satisfaire les besoins animaux. Et c'est ce qui explique un peu cela. Les gens sont facilement, entre guillemets, achetables lorsqu'ils n'ont rien du tout. C'est ça la réalité. Nous sommes très pauvres. L'Afrique noire est une calamité. Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre. Nous sommes en train d'assister, à partir de la télévision, on voit ce qui se passe en Libye, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais regardez un peu le paysage. Moi ici, maintenant, je me mets un peu dans la peau du géographe. Je vois par exemple le paysage urbain ou bien rural. Regardez un peu comment la Libye a été construite. Regardez comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Et je n'irai même pas loin. À Abidjan même, regardez un peu les quartiers comme à Bobo, je ne sais pas quoi. Vous allez vous rendre compte, n'est-ce pas, qu'il n'y a que Cocody et puis la présidence, où vraiment c'est extraordinaire. Mais le reste, c'est la pauvreté. Nous sommes très pauvres. Et c'est ça la réalité. Dès lors que les gens sont pauvres, eh bien, ils sont à la merci de tout. Moi, je prends un exemple très simple. Je disais souvent à mes étudiants que lorsque vous vous noyez, vous êtes même capable, n'est-ce pas, de grimper, de monter sur un crocodile pour avoir la tête haute, alors que vous savez que le crocodile va vous manger, va vous dévorer. C'est ça la réalité. Donc, ce n'est pas l'affaire de fils à papa, mais la réalité, c'est que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont partis, qui ont laissé leurs enfants riches, eh bien, ceux-là, ils font la loi parce qu'ils ont les moyens, pendant que la population n'a rien. Et nous, par exemple, les universitaires, nous avons cru à un moment donné que c'est par l'école qu'on pouvait se faire de l'argent. On a fait de grandes études, on a fait des études importantes, mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez qu'à voir, par exemple, la situation au Congo-Kinshasa aujourd'hui. Ceux qui se disent professeurs d'université, mais il y a des moments quand je regarde, ça m'attriste parce que, ils sont incapables, n'est-ce pas, de participer à une émission à la télévision. Ils ne peuvent pas, par exemple, publier ne fût-ce qu'un article. Ils ne peuvent pas, ne fût-ce qu'organiser une conférence parce qu'ils ont des problèmes réels, tels que quoi, ne fût-ce que, par exemple, assurer son transport, c'est déjà un problème. Assurer la scolarité des enfants, c'est déjà un problème. Bref, la pauvreté telle que nous sommes condamnés si on ne fait pas attention. Okay. Mais, comme on dit toujours, l'espoir fait vivre. Docteur Opola, en Égypte, on a vu que le président Hosni Moubarak s'apprêtait déjà à lancer son fils à la présidence, à la magistrature suprême de ce pays-là. Il l'a laissé faire remplacer par son fils. Et n'eût été cette révolution, le fils de Moubarak serait président de l'Égypte. Est-ce que cela ne peut pas donner quelques enseignements aux présidents de pays situés en Afrique subsaharienne? Mais moi, je poserai la question autrement. Je me poserai la question de savoir si Moubarak ne se serait pas inspiré de la situation en Afrique subsaharienne. Parce que c'est chez nous que ça a commencé. On a vu comment la situation s'est présentée en République démocratique du Congo. Et on a vu ce qui s'est passé au Togo après la mort de Gnassingbé et Yadema. Et au Gabon après la mort du président Bongo. Et je crois que c'est en Afrique du Sud que le ton a été donné, en Afrique subsaharienne que le ton a été donné. Et le phénomène s'est développé, s'est répandu vers l'Afrique l'Afrique du Nord. J'ai oublié de citer le cas du Sénégal où le président Wade s'est préparé déjà à présenter son fils, lui qui a été opposant de longue date, lui qui a contribué très longuement au développement de la démocratie sénégalaise. Mais une fois au pouvoir, il s'est transformé en fossoyeur de cette démocratie. Et personnellement, je pense que ce sentiment a commencé chez nous et que faute d'engager des processus comme ce que nous observons en Afrique du Nord, ça pourrait continuer. Et il faut
qu'on se dise une chose, c'est que une révolution peut commencer, mais elle peut échouer. On a vu le processus qu'on a appelé la démocratisation qui a déferlé sur l'ensemble du continent africain, mais ce n'est pas pour autant que la démocratie est effective dans tous nos pays. Et même les pays qui ont semblé adopter des schémas démocratiques, nous savons que cette démocratie n'a pas conduit à la mise sur pied des mécanismes franchement démocratiques, autrement dit des mécanismes de transparence, des démocraties sont des mécanismes aussi de transformation des processus de prise de décision depuis les acteurs centraux jusqu'aux acteurs locaux. Et apparemment, ce sont les modes anciens de direction de l'État qui sont encore en place. Alors, il est vrai que les vagues qui déferlent maintenant en Afrique du Nord pourront toucher l'Afrique subsaharienne, mais il faudrait que l'on se dise que, faute de développer des réseaux très puissants, des réseaux d'influence qui partiraient de la diaspora vers les élites intellectuelles regroupées à l'intérieur du pays et touchant aussi certains acteurs politiques d'influence, faute d'arriver à un tel niveau de réseautage, il n'est pas impossible que cette révolution n'ait pas les mêmes effets en Afrique subsaharienne. Donc, souhaitons que ça réussisse, que ça atteigne un niveau d'efficacité tel que nous puissions estimer que ça va être difficile qu'un chef de l'État prépare son fils pour continuer, disons, pour une certaine transmission du pouvoir d'État donc sous le mode monarchique. Docteur Awalou, oui, allez-y. Et il est vrai que nous aspirons à des transformations profondes. Il est vrai aussi que les ingrédients sont là pour accélérer cette transformation, mais on ne doit pas perdre de vue le fait que les facteurs limitants sont encore présents et tout aussi puissants. Alors, docteur Awalou, je voudrais donner une contribution là-dessus. Oui, si vous pouvez le faire vraiment rapidement. Ok, rapidement. C'est la question de la succession au pouvoir du papa à son fils. Moi, je pense que nous condamnons c'est la manière dont cela se passe, parce que le fils à papa, c'est un citoyen comme tous les autres. S'il s'est présenté aux élections avec les mêmes chances comme les autres, il n'y aurait pas de problème. Même dans d'autres pays, vous voyez, il y a aussi, comme nous avons vu, il y a un père qui est président, après c'est son fils. Donc c'est un sentiment naturel pour un parent d'avoir son fils faire comme lui ou même mieux. Mais c'est la manière, je pense que nous devons condamner dans nos pays africains, dont ceux qui sont au pouvoir veulent transmettre le pouvoir à leur fils. Et alors, c'est là, à mon avis, je ne sais pas si vous avez déjà débattu la question de la fameuse démocratie. Simplement, pour regarder ce qui se passe chez nous, la démocratie, à la manière occidentale, elle ne réussira pas. Parce que cette façon pour nos présidents de transmettre le pouvoir à leurs fils, c'est un peu hérité de nos coutumes, où les royautés où toutes ces autorités sont transmises de fils au père ou dans un clan. Alors ils veulent revenir à ce système de dynastie qui est contraire à la démocratie. Alors je lisais quelque part où même Jean-Jacques Rousseau, après avoir examiné ce qui s'est passé chez lui ou dans leur pays, disait la démocratie n'existe pas. N'existe pas. C'est une histoire où les gens doivent se battre et forger leur propre démocratie. Et chez nous, c'est une question encore, je ne sais pas
ici, les gens ont déjà commencé à aborder cela, mais les gens se perdent énormément avec chaque point qui se passe chez nous. On veut copier ce qui se passe ailleurs et ça donnera toujours des problèmes. Donc, ma petite contribution. Mais peut-être pour passer rapidement, notre frère qui a parlé avant a parlé qu'on nous disait quand vous allez étudier, vous allez devenir riche. Mais ça, c'est une escroquerie. Il y a beaucoup d'escroqueries. La même chose comme ce qu'on appelle la démocratie. C'est une simple escroquerie. Tout comme le développement, escroquerie. Pourquoi? Parce que quand vous étudiez la réalité, les études sont faites ou les écoles sont faites pour maintenir les gens là où ils sont. C'est la masse reproduction. Reproduire les gens qui continuent la même chaîne. Mais les gens ne voient pas encore ça. Heureusement que le frère soulevait cela et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. On ne peut pas être licencié ou gradué ou docteur pour être riche. Sinon, tous les licenciés et les docteurs seraient les premiers riches. Mais si vous regardez, ce n'est pas vrai. Ils travaillent pour ceux qui n'ont pas étudié. Alors, les gens doivent ouvrir les yeux que les écoles, ce n'est pas fait pour être riche, c'est plutôt pour maintenir les gens dans la masse de la pauvreté et reproduire la chaîne, ainsi de suite. Là, je pense que c'est un point qui peut soulever quelques controverses parce qu'il y a cette notion de mobilité sociale, tout ça. Mais je vais demander au docteur Awalou de commenter un peu sur l'alternance au pouvoir chez nous en Afrique, mais aussi sur les réactions de chefs d'État de pays frappés par cette espèce de tsunami. En Égypte et en Tunisie, on a vu des chefs d'État d'étaler, fuir leur pays. En Libye, cela n'a pas été le cas. Le colonel Kadhafi est prêt à faire face aux rebelles. Il est là, il lutte. Et en Afrique noire, où les droits humains n'ont jamais été une priorité, comment réagiraient les chefs d'État en cas d'une situation similaire? On a vu déjà au Zimbabwe, le président fait arrêter les gens qui regardent même les vidéos des manifestations en Tunisie.